Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Fédération de l'entraide protestante sur le thème Prévenir, gérer, signaler les risques de violence et de maltraitance en établissement. On a aujourd'hui plusieurs interventions. Voilà. Donc, je vais dans un premier temps vous faire une restitution assez rapide des résultats de l'enquête qui avait été menée par la FEP sur la prévention et la gestion des violences. Ensuite, nous aurons un temps d'intervention de Laurent Chalazette, qui est chef de projet au service des bonnes pratiques professionnelles à la Haute Autorité de Santé, que je laisserai se présenter lorsqu'elle présentera sa partie. Et lors de ce webinaire, on avait prévu l'intervention de Élise Corbès, chef de projet à la DIAL, délégation interministérielle au logement et pour l'accès à l'hébergement, qui malheureusement a été sollicitée et mobilisée sur un déplacement ministériel ce matin. Donc je l'excuse, elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir être présente. Mais j'ai vu avec elle on vous proposera un temps en début d'année d'une petite heure sur justement la nouvelle procédure de signalement des événements indésirables graves, puisque pour les associations qui sont concernées et les établissements concernés, vous avez peut-être déjà eu l'information, mais la remontée des EIG se fera désormais via un espace sur démarche simplifiée à compter de janvier 2026. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dans le cadre de ce webinaire prévu de pouvoir vous en parler et que la personne de la DIAL puisse vous présenter la plateforme. Voilà, elle a eu un empêchement, elle s'en excuse, on va prévoir un nouveau temps sur cette question. Donc, pour remettre un petit peu en contexte le pourquoi de ce webinaire, dans le cadre d'un travail que mène la Fédération de l'entraide protestante sur des projets transversaux autour du logement, de l'hébergement et des conditions d'accueil dans le logement et l'hébergement, on a un partenariat avec la DIAL et qui était intéressé en effet par ces questions de prévention et gestion de violences dans les établissements. Donc, on a lancé une enquête cette année auprès des membres, tous les membres de la FEP, hein. Il n'y avait pas autant les centres d'hébergement que les EHPAD, que les MEX, que les associations d'entraide, pour savoir un petit peu comment ça se passait dans leurs établissements, les difficultés rencontrées, les outils mis en place. Et dans le cadre de cette enquête, on avait aussi mis une partie sur la remontée des événements indésirables graves, puisque c'était un sujet sur lequel travaillait la DIAL et donc était intéressé d'avoir vos retours sur le sujet. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse de la restitution de l'enquête pour pouvoir laisser un petit peu plus de place à notre invité du jour, la Haute Autorité de Santé. Vous pouvez accéder à l'enquête sur notre site et là, je vais utiliser une infographie que nous avons faite sur cette enquête pour vous remettre un petit peu les principaux résultats. Je mettrai dans le chat tout à l'heure le lien vers tous ces documents. Donc, cette enquête, elle a été réalisée, comme je vous le disais, par la FEP en 2025 auprès des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont adhérents de la FEP. Cette enquête, en fait, elle était constituée de 4 volets, des questions autour de prévenir les violences, une sur repérer les violences, traiter les violences, et comme je vous l'ai dit précédemment, la question des événements indésirables graves. Donc, cette enquête, on a eu 25 répondants à l'enquête qui pouvaient être des directeurs, des chefs de service ou des travailleurs sociaux. Les établissements qui étaient représentés, ça pouvait être des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des centres d'hébergement d'urgence, des maisons d'enfants à caractère social. Il faut savoir que sur les 25 répondants, ça paraît peu, puisque la FEP a quand même 370 associations membres. Euh, donc ça paraît être un petit quota, mais il faut savoir que dans ces répondants, certains sont multi-établissements. C'est-à-dire que certains ont répondu, mais ont en gestion plusieurs CHRS, plusieurs CHU ou plusieurs EHPAD pour certains. Une des premières questions, évidemment, qu'on a posées aux personnes, c'est quel type de violence ils pouvaient être amenés à rencontrer dans les établissements. Alors évidemment, ma restitution, elle peut être un petit peu caricaturale parce que j'ai synthétisé. Et en préalable, vous indiquez aussi que certains nous ont dit ne pas rencontrer beaucoup de situations de violence dans leurs établissements. Donc évidemment, là, on se concentre sur ceux qui ont répondu rencontrer des situations de violence, mais ce n'est pas le cas de tous les établissements. Donc en termes de violence, il y a plusieurs types de violences entre résidents ou entre personnes accompagnées ou accueillies. Il peut y avoir des violences physiques, des violences verbales
Et ce qu'on a appelé des violences financières, par exemple, il peut y avoir de l'extorsion d'argent entre personnes accompagnées. Des violences aussi à l'égard des professionnels, avec parfois des agressions physiques ou verbales, des agressions aussi psychologiques, plutôt sur le mode du harcèlement ou d'une pression morale. Il peut y avoir aussi des violences institutionnelles. On parlait de maltraitance et négligence. Parfois, certains ont même évoqué des traitements déshumanisants, tout en spécifiant évidemment que ces maltraitances et négligences ne sont pas fortement souhaitées, mais peuvent être faits au lieu que les équipes sont en sous-effectif, que évidemment il y a des raisons pour lesquelles on peut avoir affaire à ces violences institutionnelles. Certains ont aussi signalé des violences des forces de l'ordre. Par exemple, quand il y a une intervention de la police dans l'établissement, parfois c'est très violent pour les personnes accompagnées. On a aussi des violences autour de violences conjugales et sociales, les violences intrafamiliales, des violences évidemment conjugales au sein d'un couple, mais des violences qui peuvent être liées aussi à des addictions et aussi la cyberviolence, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, il peut y avoir des situations de harcèlement sur les réseaux sociaux. On a aussi évidemment des violences qui peuvent être liées à des troubles cognitifs, des pathologies psychiatriques. Ça dépend aussi des publics évidemment accompagnés. Dans le cadre de ces troubles, on a eu aussi des retours sur des publics qui sont jeunes, qui peuvent souffrir de troubles du comportement ou de l'attachement. Il faut savoir que ces violences, évidemment, dans certains établissements, elles peuvent être très ponctuelles, et puis d'autres nous disent que c'est quand même beaucoup plus général, assez récurrent. Oups. Attendez. Ah, pardon. En termes de limites et des freins rencontrés par rapport à la possibilité de prévenir, de repérer et de gérer ces violences, plusieurs établissements et associations indiquent que les signaux faibles sont peu ou pas pris en compte. Et je sais que Laurence de la HS en parlera tout à l'heure, donc je ne développe pas plus. Que parfois les cadres sont flous ou inégalement appliqués, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des process en interne, on n'a pas forcément des règles euh, qui sont posées, et puis selon l'appropriation par les équipes ou tout simplement la connaissance par les personnes accompagnées, c'est pas toujours appliqué de la même façon. Une des limites, ça peut être aussi la lenteur des réponses. Certains établissements disaient pratiquer la politique zéro tolérance et une réponse la plus rapide possible, c'est-à-dire dans les 24 heures. C'est pas toujours le cas et ça peut en effet être un frein à la gestion et à la prévention de ces violences. Parfois des dispositifs trop rigides ou trop descendants, voilà, des choses qui sont dans l'établissement imposées mais parfois pas discutées. Un manque de soutien en interne, donc ça, c'est par rapport à plutôt les travailleurs sociaux, les équipes qui disaient pas avoir toujours du soutien pour pouvoir gérer ces situations de violence. Des limites des freins qui sont liés à la surcharge de travail des équipes, hein. On sait que dans vos secteurs, que ce soit dans le social, dans le sanitaire ou le médico-social, il y a une grosse crise de l'attractivité des métiers et il n'y a pas toujours suffisamment de professionnels, que ce soit par difficulté de recrutement, mais aussi par difficulté de moyens. On n'a pas toujours les finances qui permettent d'avoir des professionnels en face. Certains aimeraient avoir des psychologues dans leurs équipes, n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un psychologue dans leurs équipes. Et puis, une faible culture du signalement, c'est-à-dire que selon les établissements, en effet, sur le signalement, par exemple, sur la remontée des événements indésirables graves, on m'a indiqué que certains faisaient zéro signalement par an et d'autres en font 100 par an. Donc, on est sur les répondants sur une moyenne de 16 signalements par an. Donc voilà, il n'y a pas toujours signalement des violences. Par rapport aux pratiques et outils mis en place, alors là, évidemment, c'est très réduit. Vous verrez que dans l'enquête, c'est un petit peu plus développé. Beaucoup des établissements ayant répondu ont indiqué avoir des protocoles pour pouvoir traiter cette question des violences, des procédures graduées et lisibles, c'est-à-dire qu'en effet, toutes les violences ne sont pas les mêmes et on n'y répond pas de la même façon. Plusieurs ont parlé aussi de la formation et de l'accompagnement des professionnels, notamment beaucoup de formations autour de euh, la communication non violente, les premiers secours en santé mentale, la gestion de conflits,
Certains ont aussi évoqué la formation de sauveteurs secouristes pour tous les salariés de l'organisation. En termes d'outils, on est principalement sur des fiches d'incidents. Euh, Évidemment, les logiciels qui permettent de documenter ces incidents ou ces événements de violence. Parfois des commissions internes. Et dans ces commissions internes, on peut être sur des commissions euh, totalement constituées de professionnels, mais parfois constituées de professionnels et de personnes accompagnées. Et plusieurs ont relevé l'importance d'avoir des instances type espace d'expression avec des groupes de parole, que ce soit plutôt pour les personnes accompagnées, mais dans les espaces d'expression, on a aussi parfois des réunions d'analyse de pratique ou la présence d'un soutien psychologique. Et puis les conseils de vie sociale qui peuvent être parfois aussi un outil pour pouvoir faire circuler la parole et puis faire remonter les besoins ou l'expression de certaines solutions. Donc là, c'est pour un petit peu revenir sur un peu les préconisations qui ont été données dans le cadre du questionnaire, ou en tout cas les éléments importants dont il faut tenir compte pour travailler cette question de la prévention et de la gestion des violences. Une clarification des règles et d'un cadre commun comme quelque chose d'important. Tout le monde connaît les règles, c'est commun, c'est approprié. La formation régulière des équipes qui revient très souvent. Création d'espaces de parole, je l'ai dit précédemment. L'analyse collective des incidents pour un traitement rapide et équitable. J'ai parlé d'analyse de pratique. Là, sur l'analyse collective, on est sur vraiment autre chose, un autre type d'analyse, c'est-à-dire d'avoir des temps collectifs qui permettent de revenir sur des incidents passés, de voir comment on les a traités et voir si on aurait pu faire différemment et mieux pour pouvoir faire évoluer soit ces protocoles, soit ces pratiques. Et puis, bah, encourager le signalement des événements indésirables graves. Plusieurs disent que c'est pas dans la culture de leur structure et que parfois, ça peut être vu aussi par des intervenants sociaux comme reconnaître qu'ils n'ont pas su agir dans une situation. Voilà, ça peut être parfois quelque chose d'un peu délicat pour des travailleurs sociaux de travailler, de pouvoir signaler ces événements indésirables graves. Voilà, ça c'est vraiment j'ai voulu vous faire quelque chose de très synthétique, mais je vous invite vraiment à aller consulter l'enquête et je vais vous mettre le lien juste après. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc moi je suis Laurence Chazalette, je suis chef de projet depuis une vingtaine d'années à la Haute Autorité de Santé et je travaille dans le service des bonnes pratiques professionnelles qui est un service qui produit des recommandations de bonnes pratiques pour un public de professionnels de santé, professionnels des structures médico-sociales et sociales. Voilà pour ma présentation. Je vous rappelle brièvement les missions de la Haute Autorité de Santé. Donc globalement, donc nous sommes une autorité publique indépendante à caractère scientifique et la Haute Autorité a pour mission donc de développer la qualité dans trois champs, le champ sanitaire, le champ social et médico-social, au bénéfice donc des personnes. Et nous avons trois grandes missions. La première, c'est de recommander les bonnes pratiques professionnelles et donc d'élaborer des recommandations dans ce sens. C'est l'objet aujourd'hui de la présentation de la recommandation bien-traitance et gestion des signaux de maltraitance. La deuxième grande mission, c'est d'évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels en vue de leur remboursement. Et la dernière grande mission que nous avons, c'est de mesurer et d'améliorer, d'évaluer la qualité des soins dans les hôpitaux, les cliniques et en médecine de ville aussi. Et aussi nous avons la mission de produire le référentiel d'évaluation des structures sociales et médico-sociales euh, dans le cadre de l'évaluation de ces structures. Merci Laurence. Excusez-moi Laurence, j'ai oublié d'indiquer aux participants. Hum. Donc Laurence a préparé une présentation, on aura le temps d'échanger, mais si pendant sa présentation vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à utiliser le chat, l'espace de discussion. Comme ça, elle gardera un œil sur le chat et pourra préciser certaines informations. Voilà, merci. Voilà pour la Haute Autorité de Santé.
Maintenant, je vais détailler la recommandation bientraitance et gestion des signaux de maltraitance. C'est une recommandation assez récente. Enfin, elle a été publiée en fin d'année dernière, octobre 2024. Et donc, vous précisez quelques éléments de contexte. Tout d'abord, c'est vrai que c'était une demande de la part du ministère de la Santé dans le cadre des États généraux de lutte contre la maltraitance. Et donc, ces États généraux ont abouti à une stratégie nationale de lutte contre la maltraitance dans laquelle cette recommandation s'inscrit. L'objectif de la recommandation, c'est de prévenir la maltraitance et de gérer justement les signaux faibles de maltraitance pour vraiment être dans une dynamique de repérage, d'analyse de ces signaux et de retour d'expérience dans les établissements. Et donc, c'est une recommandation qui s'est centrée sur la population adulte en situation de vulnérabilité. Et cette recommandation s'adresse à l'ensemble des professionnels qui exercent en établissement sanitaire, social et médico-social. Et donc, cette recommandation propose un socle commun pour ces trois secteurs d'activité, le secteur social, le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Il y a de différents enjeux, de nombreux enjeux pour ces recommandations. Tout d'abord, des enjeux de santé publique hein, avec le vieillissement de la population, les situations de vulnérabilité en augmentation. Même si on n'a pas de données très chiffrées de la maltraitance, euh, eh bien, on sait que selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, notamment pour les personnes âgées, une personne âgée sur 6 a été victime de maltraitance durant l'année écoulée. Donc, c'est un chiffre qui est quand même assez important. Et les conséquences de ces maltraitances sont nombreuses. Ça peut être un décès prématuré, des séquelles psychologiques, des lésions, etc. Donc, de nombreuses conséquences. Et donc, il est important d'agir en prévention sur ces notions. Des enjeux de qualité des soins et d'accompagnement des personnes, puisque la bientraitance, c'est une dimension importante de la qualité. Des enjeux de société, hein, il y a une forte inquiétude de la population sur ces questions, notamment de maltraitance en EHPAD, mais aussi d'autres dans les autres secteurs, dans le secteur des personnes handicapées et autres institutions. Des enjeux éthiques également, puisqu'il s'agit du respect et de la dignité des personnes. Des enjeux également juridiques et enfin des enjeux politiques avec la stratégie de lutte contre la maltraitance qui a été publiée en fin d'année 2023. Comment avons-nous produit ces recommandations de bonnes pratiques? Eh bien, en fait, on constitue un groupe de travail composé d'experts de différents domaines. Ce sont des experts de terrain. Donc, ces experts sont issus du secteur sanitaire, médico-social et social. Et on fait travailler ce groupe d'experts avec une analyse également de la bibliographie, de toutes les études qui ont été publiées sur ce sujet, et le croisement de ces experts du terrain et de cette analyse de la bibliographie fait que l'on arrive à produire des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels. Ensuite, ce groupe de travail se réunit plusieurs fois. Il y a ensuite un groupe de lecture externe à ces recommandations. Et là, on fait relire les travaux du groupe de travail par différentes associations, différentes parties prenantes, des sociétés savantes, des grandes associations du champ de la recommandation, mais également des professionnels de terrain. Et les outils qu'on propose aussi dans le cadre de ces recommandations sont testés sur le terrain. Avant de les mettre à disposition, elles sont testées pour voir si elles sont faisables, utilisables et adaptées au terrain. Et enfin, donc, nous adoptons une approche pragmatique en partant des freins et des leviers. Quels sont les freins aujourd'hui pour agir, pour être bien traitant? Quels sont les freins rencontrés sur le terrain? Et quels sont les leviers
à utiliser pour déployer la bientraitance et lutter contre la maltraitance. Voilà un petit peu la méthode de travail que nous avons adoptée et que nous adoptons pour toutes les recommandations. Tout d'abord, un rappel de la notion de maltraitance. Vous indiquez que cette définition de la maltraitance, finalement, elle est assez récente puisqu'elle a été, c'est une définition légale. Elle a été instaurée par la loi du 7 février 2022. Et cette définition, vous le verrez, est assez large. Et je vous la lis. Donc, la maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole ou une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance ou de soins et d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles, durables, institutionnelles ou non, et leur origine peut être individuelle, collective ou encore institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir différentes formes, multiples, associées au sein de ces situations. Donc vous le voyez, la définition est vraiment très très large, elle inclut toute forme de maltraitance et elle inclut également la population adulte et jeune. Donc c'est une définition qui inclut également les dimensions de maltraitance institutionnelle, de maltraitance non volontaire, non intentionnelle. Aussi la notion de situation de maltraitance pour indiquer que dans la majorité des cas, quand même, il n'y a pas intention de nuire et que c'est une situation. Et donc, c'est pas seulement le fait d'une personne sur une autre personne, d'une violence, par exemple, d'une personne sur une autre personne, mais il y a bien d'autres types de maltraitance qui peut également fluctuer. Donc la maltraitance peut être systémique aussi, découler d'un système, d'une organisation, d'une structure, et elle est multifactorielle. Elle peut dépendre d'une organisation défaillante, d'une formation insuffisante aussi, de moyens insuffisants, de personnel aussi épuisé, et puis aussi d'une question taboue, qui est la maltraitance. Il existe également 7 types de maltraitance. La maltraitance physique, c'est celle que tout le monde a plutôt en tête, les violences, les châtiments corporels, les agressions physiques, les gestes brutaux, par exemple. Les maltraitances sexuelles, là aussi, assez facilement repérables, comme les viols, les agressions sexuelles, les attentats à la pudeur. Les maltraitances psychologiques, et ça, ce sont les plus nombreuses, les maltraitances psychologiques, qui là peuvent découler d'insultes, ça peut être une intimidation, un harcèlement, des menaces ou des sanctions d'abandon. Une maltraitance aussi financière, matérielle et financière. Ça peut être également des négligences, de l'abandon ou de la privation. Ça peut être également des discriminations ou encore une exposition à un environnement violent. Voilà pour les 7 types de maltraitance. Alors, de quoi sommes-nous partis pour élaborer les recommandations? Tout d'abord, c'est vrai que le contexte est assez défavorable, le contexte actuel de ces établissements, avec des problématiques de ressources humaines, des problématiques d'attractivité de métiers, des problématiques de ratio de personnel par rapport aux personnes accompagnées, un turnover important dans ces structures, une pénurie de personnel et des problématiques de qualité de vie au travail. Donc, ça a été pris en compte. Les concepts de bientraitance et de maltraitance sont des concepts qui sont assez mal appréhendés par les professionnels. Et donc, on a essayé de proposer un outil pour aider les professionnels à qualifier et à plus facilement repérer
ces notions de maltraitance. Et donc, comme vous l'avez précisé dans votre enquête, une sous-déclaration des situations de maltraitance par justement cette difficulté à caractériser ces situations. Il est constaté également un manque de formation des professionnels sur ces notions de maltraitance et de bientraitance, donc un manque de formation. Une méconnaissance également des droits des personnes qui sont accueillies dans les structures. Le sujet de la maltraitance également c'est vraiment un sujet tabou dans les établissements, suite notamment aux affaires Orpea, enfin au scandale de maltraitance dans les maisons de retraite. Il y a une omerta souvent sur ces sujets, un silence et puis une inertie aussi dans certains cas de l'institution. Il existe des outils pour prévenir, pour lutter contre cette maltraitance, mais finalement, ils sont peu répandus. Les circuits d'alerte de maltraitance sont peu connus aussi, d'où la question posée avant cette présentation. Les responsabilités en matière sur ces sujets qui ne sont pas clarifiées dans les établissements, pas de référent sur ce sujet. Une peur aussi des représailles pour dévoiler ou parler de ces situations de maltraitance sur le terrain. Une parole non libérée sur ces sujets. Et enfin, une faible culture de retour d'expérience dans les établissements. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est vrai que le fait d'analyser une situation de maltraitance, de réunir les personnes qui ont été confrontées et puis d'essayer de trouver des solutions pour éviter que ça se reproduise, c'est important cette culture. Et donc, on l'a précisé dans les recommandations, comment effectuer un retour d'expérience pour que ça puisse ne pas se reproduire. Et enfin, il était constaté des niveaux de maturité différentes selon les établissements sur les démarches qualité et les secteurs aussi. Selon les secteurs, c'est très différent. Voilà sur quoi on est parti. Et donc, les axes que nous avons développés sont les suivants. Nous avons insisté sur le fait de relier la démarche bientraitance avec la lutte contre la maltraitance. Nous avons insisté également sur la maltraitance d'origine institutionnelle et nous avons insisté également sur l'approche systémique à avoir, c'est-à-dire une approche d'établissement à toutes les strates hiérarchiques, comment agir et prévenir la maltraitance à tout niveau, que ce soit au niveau des équipes de proximité, mais aussi au niveau du management d'équipe, de l'encadrement, et aussi au niveau des directions. Donc vraiment une approche d'ensemble et d'établissement pour s'engager dans un tel projet. Nous avons aussi dans ce guide développé une approche de prévention, une approche préventive, en proposant différents outils pratiques pour les professionnels. Un premier outil pour aider les professionnels à qualifier ou à repérer une situation de maltraitance, parce que ce qui nous a été dit, c'était que à partir du moment où il y avait un dysfonctionnement ou un événement indésirable, il était difficile pour les professionnels de se dire là, on est dans une situation de maltraitance, ou alors ou non, c'est un autre type de dysfonctionnement, une erreur médicale, par exemple, un événement indésirable grave. Donc là, on donne un outil, enfin, on propose un outil, c'est la fiche numéro 1, pour aider à qualifier ces situations. Ensuite, on propose un outil pour identifier les différents signaux faibles et les gérer. L'importance de connaître ces signaux faibles, est crucial. Ensuite, on a rappelé plutôt quels étaient les différents systèmes de déclaration interne et externe. On a également proposé un outil dans la fiche numéro 2 rappelant les bonnes postures professionnelles à avoir.
qui, bien sûr, sont à adapter en fonction de l'établissement. On a rappelé également les principes d'un retour d'expérience dans ce guide, comment faire ce retour d'expérience. Et également, on propose un outil clé en main par secteur, pour chaque secteur, pour informer les personnes accompagnées et leurs proches, s'il y en a, pour les informer sur ces notions de bientraitance, de maltraitance, les informer de ce que eux peuvent faire aussi pour signaler ces cas, quelle structure, enfin, comment faire pour en parler, comment faire pour si jamais rien ne se passe, quelles sont les structures extérieures qui peuvent être interpellées, quels sont les droits des personnes accueillies. Et donc ça, on propose un outil vraiment clé en main que vous pouvez utiliser, vous, institution. Vous pouvez le mettre sur votre site, par exemple. Il est adapté au secteur. Et enfin, l'importance aussi de clarifier les responsabilités dans un établissement. Qui est responsable de ces situations, qui peut être référent et informer, être un référent pour informer et orienter les professionnels, tout comme les personnes accueillies, pour savoir quoi faire en cas de ces situations de maltraitance. Voilà pour ce qu'on propose. Dans ce guide, nous avons insisté aussi sur l'importance de l'engagement de la direction de l'établissement, de l'association. Sans cet engagement, ben, ça va être difficile de mobiliser une équipe, de mobiliser également l'encadrement, le management, mais également d'inscrire cette démarche de bientraitance et de lutte contre la maltraitance dans son projet d'établissement ou dans son projet associatif afin de vraiment s'engager sur le sujet. Nous avons proposé également un cadre commun à ces différents secteurs. L'importance également, lorsqu'il y a des proches, de les associer à la lutte contre la maltraitance. Ça, c'est une difficulté qui nous a été remontée. C'est souvent les proches sont mis de côté et pas intégrés, pas assez informés. Ils peuvent cependant agir et aider l'établissement à trouver des solutions. C'est eux, les proches, qui connaissent le mieux les besoins spécifiques des personnes accueillies. Donc, s'appuyer, les impliquer les proches, mais également les représentants des personnes, les conseils de vie sociale, par exemple. Les conseils de vie sociaux peuvent aider aussi à déployer des démarches de prévention de maltraitance. Et enfin, le dernier axe, c'est l'importance d'informer les personnes accueillies sur leurs droits, ainsi que les proches aidants, mais de les informer sur leurs droits, de les informer sur ces notions de bientraitance, de maltraitance. Et pour cela, on a mis à disposition un outil de prévention qui s'appelle Comprendre et agir et qui peut être directement utilisé par les structures euh, avec les différentes modalités, que faire, qui interpeller, voilà. Les droits des personnes, ça c'est vraiment un point hyper important. Donc ce schéma illustre en fait les différents facteurs de risque de maltraitance en établissement et vous le voyez, l'approche est vraiment systémique puisque la gouvernance, c'est-à-dire la direction d'un établissement peut agir, peut essayer d'identifier les facteurs de risque dans son établissement pour prévenir les situations de maltraitance. Par exemple, un établissement où il n'y a pas de plan de formation pour son personnel, un établissement qui constate un turnover, un important turnover, un sous-effectif, ou encore qui n'informe pas ses résidents ou ces personnes accueillies, mais ce sont des facteurs de risque de maltraitance. Du point de vue de la personne accueillie, il existe également des facteurs de risque de maltraitance, comme par exemple des personnes accueillies qui présentent des troubles de la communication ou qui n'ont pas le même langage
ça peut être un facteur de risque. Des personnes accueillies qui sont sous-informées de leurs droits et dont les besoins n'ont pas été recueillis, c'est un facteur de risque aussi, de maltraitance. Des personnes accueillies qui sont isolées socialement, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de visite de proches, c'est un facteur de risque de maltraitance. Des personnes accueillies qui présentent différents types de vulnérabilité, par exemple une situation de handicap, une femme aussi, les femmes sont plus susceptibles d'être maltraitées. Des personnes accueillies également qui ont des troubles du comportement peuvent être plus susceptibles aussi d'être victimes de maltraitance. Du point de vue des professionnels, un personnel qui est épuisé, c'est un facteur de risque de maltraitance. Un personnel qui n'a pas été assez formé aussi. Un personnel qui est sous-informé ou qui manque de temps pour réaliser ses tâches, ou encore des professionnels qui ont des troubles du comportement, sont des facteurs de risque à, à évaluer, à prendre en compte. Du point de vue du management, un endroit où il y a des conflits dans une équipe ou des tensions, eh bien, ça peut être un facteur de risque aussi de maltraitance. Un encadrement qui minimise les situations qui sont remontées, là aussi, c'est un facteur de risque. Un management qui propose une organisation inefficace ou encore une distance du management, de l'encadrement vis-à-vis de son équipe de proximité, un défaut de personnalisation de la prise en charge. Tous ces éléments-là sont des facteurs de risque à connaître pour pouvoir anticiper et prévenir ces situations. Et enfin, le dernier élément, ce sont les facteurs de risque liés aux proches, lorsqu'il y en a, l'épuisement des proches, des proches qui sont sous-informés ou encore l'existence de conflits intrafamiliaux avec les personnes accueillies, ou encore des attentes excessives. Ça peut être aussi des facteurs de risque de maltraitance en établissement. Donc vous le voyez, les facteurs de risque, il y en a beaucoup. Et si on arrive à identifier à chaque niveau ces différents facteurs de risque, on arrivera à prévenir les situations de maltraitance. Donc, qu'avons-nous mis à disposition des professionnels? Donc, nous avons mis à disposition un guide pratique qui voilà, il est à peu près d'une trentaine de pages, avec une synthèse en 3 pages de ce guide. Donc, je vous invite à d'abord télécharger peut-être cette synthèse de 3 pages qui décrit l'ensemble des messages clés de la recommandation, ainsi qu'un lien vers les différents outils mis à disposition. À côté du guide, nous proposons aussi les quatre fiches pratiques. Donc, la fiche numéro 1 est une fiche qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aider à repérer ces situations de maltraitance au travers de 4 questions. Donc, c'est une fiche assez simple et qui est illustrée avec des exemples selon le champ. Donc, des exemples dans le champ sanitaire, dans le champ médico-social et dans le champ du social également. Ensuite, nous proposons une fiche recto-verso, la fiche numéro 2, avec le rappel des postures professionnelles bien traitantes à adopter. Cette fiche est à adapter aussi selon le public accueilli. La fiche numéro 3 qui permet d'aider à repérer justement les différents facteurs de risque qu'on a vus au travers du schéma précédent, d'identifier ces facteurs de risque et également d'identifier les différents signaux faibles qui peuvent alerter. Et donc, à 3 niveaux, donc cette fiche permet de repérer ces facteurs de risque et ces signaux faibles qui proviennent de la personne accueillie. L'analyse de ces facteurs de risque et des signaux faibles provenant d'une équipe.
Et enfin, les facteurs de risque et les signaux faibles provenant de l'organisation d'un établissement. Voilà pour cette fiche. Et enfin, la dernière fiche, la fiche numéro 4, c'est une fiche récapitulative qui récapitule l'ensemble des messages clés de la recommandation et qui est sous la forme d'un baromètre avec des couleurs, on va le voir tout à l'heure, et qui résume vraiment là aussi la recommandation. Et nous avons mis également à disposition des fiches d'information par secteur, là aussi, ces fiches d'information sont destinées aux personnes accueillies et à leurs proches. Et donc, elles sont déclinées par secteur, donc pour le secteur social et médico-social. On a voulu décliner par secteur parce que les structures sont pas les mêmes, les autorités non plus de tutelle sont pas les mêmes. La terminologie également est différente, donc on a voulu les adapter selon les secteurs et on a travaillé aussi avec les associations de personnes, de représentation de personnes pour élaborer ces fiches. Voilà pour ces fiches, les voilà, vous les voyez représentées à travers cette slide. Ce sont des fiches qui sont proposées en dehors du guide. Et là, il s'agit de la fiche 4 qui résume les messages clés de la recommandation de bonne pratique à travers différentes couleurs. Vous le voyez, donc la couleur verte, ce sont les démarches bien traitantes à savoir informer la personne accueillie de ses droits, recueillir ses besoins spécifiques, ses attentes spécifiques également, euh, prévoir l'appui des proches, prévoir un projet personnalisé pour les personnes accueillies, adopter des postures bien traitantes. Et là, on a la fiche numéro 2. Aider la personne à s'exprimer, à donner le plus possible son avis, s'assurer de l'accord de la personne avant tout acte, s'allier avec les bénévoles, les représentants de ces personnes, se questionner sur ces pratiques, échanger collectivement le plus possible. Et dès lors qu'il y a une situation de repérer, pouvoir en parler librement en équipe pour prévoir rapidement des mesures préventives. Et puis répandre aussi la culture du signalement interne et externe. Donc ça, c'est pour les aspects bien traitance. Les points de vigilance sont indiqués à travers la couleur orange. Lorsqu'il y a une dégradation, par exemple, de la qualité de vie au travail, de l'environnement de travail, des relations avec les proches, ça doit mettre en alerte l'établissement. Lorsqu'il y a des tensions en effectif, des absences non remplacées, une faible formation, ça doit mettre l'établissement en vigilance. Lorsqu'il n'y a pas de personne référente identifiée pour ces questions de maltraitance ou d'événements indésirables, eh bien, il faut essayer rapidement d'identifier un référent. Ça peut être le responsable qualité, ça peut être un référent handicap aussi dans l'établissement. Nommer donc un référent sur ces questions. Lorsqu'il y a une modification de comportement, soit des personnes accueillies, soit des professionnels, ça doit mettre en alerte l'établissement pour prévoir des mesures préventives. Ensuite, dans la recommandation, on a identifié aussi les moments plus sensibles où peuvent se produire des situations de maltraitance, donc comme l'accueil de la personne, la personne, la sortie, les situations d'urgence, le retour d'hospitalisation, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, par exemple, l'accompagnement en fin de vie. Et donc, il est nécessaire d'anticiper ces situations dites à risque, ces moments sensibles, pour prévoir une organisation de travail efficace. Et enfin, donc la couleur rouge indique des situations de maltraitance. Rappelle aussi les 7 types de maltraitance
rappelle que les besoins essentiels de la personne doivent être assurés. Et enfin, de savoir quoi faire en matière de remontée d'informations, savoir repérer la maltraitance, d'alerter les responsables et de protéger la personne et d'impliquer la personne accueillie aussi pour mettre en place des actions de prévention. Voilà pour cette fiche. Et puis en matière de signaux faibles, je voudrais revenir sur l'identification des signaux faibles, puisque vous en avez parlé dans votre enquête. Concernant les personnes accueillies, les signaux faibles, c'est le changement de comportement de ces personnes, une personne qui devient violente, ou alors une personne qui se replie sur elle-même, ou qui devient plus irritable, ou encore qui refuse de participer à des activités, par exemple. Ça peut être un signal d'alerte. Lorsqu'il y a une dégradation aussi de son état général, c'est un signal d'alerte également. Dans le secteur social, le fait qu'une personne rejette l'aide proposée ou qui ne respecte pas son logement, ou qui dégrade son logement, ou qui ne respecte pas le règlement intérieur, ça peut être aussi un signal d'alerte pour les responsables. Concernant les professionnels qui travaillent dans les structures, là aussi, le changement de comportement des professionnels, ça doit être un indicateur. L'épuisement des personnels, l'existence de conflits dans des équipes, les postures professionnelles inadéquates doivent pouvoir mettre en alerte les responsables, un dialogue dégradé dans les équipes ou encore des attitudes négatives vis-à-vis des personnes accompagnées ou encore des personnes qui sont en retrait, qui ne communiquent pas entre collègues. Enfin, d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue d'établissement, s'interroger lorsque le turnover est important, lorsque des arrêts de travail se cumulent, lorsque aussi il y a une baisse de fréquentation d'établissement ou encore une augmentation des plaintes ou des réclamations. Ce sont des signaux d'alerte. L'absence aussi de signalement et peut être une situation d'alerte. C'est vrai que un établissement qui ne remonte aucune difficulté, aucun signalement, ça peut interroger. Ça peut vouloir dire, soit il est très bien, soit il n'y a pas de mesure de prévention de mise en place, ou alors que la parole n'est pas libérée. Donc ça, c'est vrai que les autorités de tutelle nous ont indiqué qu'elles s'interrogeaient lorsqu'il n'y avait pas du tout de signalement. Les absences d'informations sur les droits, lorsque l'établissement n'affiche pas les droits de la personne accueillie ou ne remet pas aux personnes accueillies un document présentant l'ensemble de ces droits. Lorsque aussi il n'y a pas d'instance de concertation, de conseil de vie sociale par exemple, ou d'autres formes de concertation, ou encore des retards de mise en conformité du mobilier ou du logement. Voilà, ça peut être des signaux d'alerte qu'il est nécessaire d'identifier pour mettre en place des actions de prévention. Je vais passer à la slide suivante qui résume un petit peu parce que là on voit pas bien les messages. Donc en gros les messages de cette recommandation, c'est que la maltraitance concerne toute personne, notamment les personnes en situation de vulnérabilité. Cette lutte contre la maltraitance, elle dépend de l'engagement de tout un établissement, que ce soit la direction, le management, les représentants des usagers ou des structures de représentation de personnes, les personnes accompagnées également, les professionnels, les proches et également les bénévoles. C'est vraiment l'engagement de tous ces acteurs qui va faire que l'établissement pourra lutter contre et prévenir la maltraitance. La bientraitance, c'est une dimension de la qualité. Et donc, notre recommandation et les outils qu'on propose vont permettre de remplir
les différents critères d'évaluation de vos structures. Donc vraiment ces outils, ils ont été mis en place pour euh, vraiment pouvoir euh, répondre aux démarches qualité et aux démarches d'évaluation auxquelles les structures sont soumises. Donc ça, c'est un point important. Une impulsion de la direction pour ces sujets, du management, ne rien banaliser. On préconise également d'identifier des référents pour ces questions de lutte contre la maltraitance et de la bientraitance. Des référents qui peuvent être des personnes qui pourront répondre aux questions des professionnels, qui pourront aider à mettre en place une procédure pour gérer ces situations et qui sera en contact avec les différentes structures internes et externes. L'importance aussi d'identifier les moments sensibles dans votre structure. Donc nous, on en a identifié quelques-uns, mais c'est vraiment aussi à adapter en fonction de vos problématiques particulières. Un axe sur la prévention, ça je l'ai dit. L'importance de la culture du signalement. On sait que c'est difficile, mais le fait de signaler en interne comme en externe, ça montre que l'établissement est dans une structure de recherche, d'amélioration de la qualité. Donc le fait de pouvoir un petit peu tracer ces différents signalements, d'avoir mis en place à côté des mesures, c'est une dynamique qualité qui va être pris en compte et qui est pris en compte dans les dispositifs d'évaluation. Les personnes aussi doivent pouvoir s'exprimer librement. Ça aussi, c'est un indicateur de qualité. Le fait d'interroger les personnes accueillies sur leur satisfaction ou insatisfaction. Des personnes qui peuvent se parler librement, c'est vrai que c'est important de pouvoir remonter facilement les informations. L'importance d'informer les personnes accueillies et leurs proches sur leurs droits. Et enfin, le fait de prévoir un plan de formation continue auprès du personnel. Vous l'avez évoqué à travers votre enquête précédemment. Voilà pour les messages clés. Merci Laurence pour la présentation de cette recommandation à la fois sur son origine, les méthodes et puis sur les documents que vous avez pu produire, le guide notamment, qui sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Donc, je clôture en tout cas ce temps sur cette présentation.